patients qui sont de très mauvais pronostics, mais il est visible. Donc le problème du glaucome de façon générale, c'est le fait qu'il soit calme, qu'il soit asymptomatique. Mais chez l'enfant, chez le nouveau-né, c'est un glaucome on voit une cornée qui est très grande, on voit un œil qui est un peu plus sale. Un peu dilaté, non? Oui. Non, c'est pas la dilatation, c'est le volume de l'œil, c'est le volume de la cornée. On a ce qu'on appelle des méga-cornées, c'est-à-dire c'est des cornées qui sont exubérantes. On voit un œil très, très grand, avec un moiement, etc. Mais on le voit pour le glaucome congénital, ce qu'on appelle le glaucome congénital chez le nouveau-né, qui existe et qui est de très très mauvais pronostic. On les opère très très tôt, ces enfants-là. Et ils peuvent recouvrer la vue? Ça dépend de la date, quand est-ce qu'il a été détecté. Opéré. Et en plus, ils sont de très mauvais pronostics parce qu'ils sont malgré la chirurgie, parce qu'en fait, c'est la chirurgie. Mais ça, c'est le glaucome congénital. Hein, donc, pas le glaucome. Si vous pouvez, docteur Chehbi, aller vers un endroit où il y a plus de réseau, parce que on perd de temps en temps votre voix et ce serait dommage de passer à côté de vos explications. Alors là, est-ce que vous entendez mieux? Là, c'est parfait, c'est bien. Je voulais vous demander, donc on a vu l'hérédité, les facteurs environnementaux. Est-ce que, par exemple, on peut les glaucomes congénitaux chez l'enfant, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des maladies, Alzheimer ou autres, qui pourraient entraîner des glaucomes? Non, il n'y a pas d'études spécifiques, c'est-à-dire il n'y a pas une association particulière, il n'y a pas d'études qui ont été faites dans ce sens-là, pas à ma connaissance en tout cas. Donc, mais les grandes lignes, je vais essayer un petit peu de résumer. Le glaucome congénital chez les enfants, les nouveau-nés, dont on a parlé. Le glaucome chronique, ce qu'on appelle nous, glaucome à angle ouvert, c'est malheureusement ces glaucomes-là qui restent insidieux, avec aucune symptomatologie, jusqu'au jour où les gens commencent un petit peu à avoir des halos colorés, voire un petit peu un flou visuel qui peut être transitoire, qui peut être gêné devant la télévision parce que quand il n'y a pas trop de lumière, il y a la pupille qui se dilate, et quand le fait que la pupille se dilate, elle entraîne des modifications de ce flux de liquide à l'intérieur de l'œil qui normalement... Des migraines aussi, non? Comment? Des migraines aussi doivent pouvoir alerter, non? Ça, c'est autre chose. C'est pas les migraines, mais pour le glaucome chronique qui ne prend pas des valeurs très 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 importantes, donc il n'y a pas beaucoup de symptomatologie, et c'est ça la gravité de cette maladie, c'est le fait qu'elle soit silencieuse. Et donc le premier facteur qu'il nous attire d'abord, c'est s'il y a un facteur familial, d'abord l'âge, et il ne faut pas attendre des signes, il ne faut pas attendre quelque chose. Il faut, à partir de 40 ans, faire une consultation 2 fois par an. Et pour les hommes reculés, ça c'est dans le programme du ministère de la Santé, c'est de faire des dépistages à l'échelle nationale, zone par zone, d'autant plus que maintenant, il y a des machines qui ne nécessitent même pas la présence d'un ophtalmo, mais un tonomètre à air qui permet de mesurer la tension par un technicien, et comme ça on pourrait savoir la prévalence de cette pathologie dans chaque zone du Maroc, et pouvoir traiter de façon préventive et non pas attendre que la maladie soit là. Il y a une perte de fibres visuelles qui malheureusement sont irréversibles. Et puis je parlerai aussi du glaucome, ce qu'on appelle le glaucome par fermeture de l'angle, qui survient chez des gens qui ont des petits yeux. Ce sont des gens qui sont hypermétropes, c'est le contraire du myope. Ce sont des gens qui ont des petits yeux et qui corrigent la vue par des verres en plus 1, plus 2, plus 3. C'est l'inverse du myope qui a un gros et qui sont en -1, -2, -3. Et donc ce sont des petits yeux cette structure qui est tellement petite et qui gêne ce système d'évacuation de l'eau qui est à l'intérieur de l'œil, et qui entraîne de temps en temps un blocage, et ce blocage se fait de façon brutale. Donc la symptomatologie, elle est brutale, et donc il y a des douleurs. À ce moment-là, on n'a pas peur de ce glaucome parce qu'il est brutal, il y a des douleurs, il y a des vomissements. Les patients viennent à 2h, 3h du matin, ils ont mal parce que
Il y a des signes qui exactement. Vous parliez du ministère de la Santé. Est-ce que le glaucome donc est un problème de santé publique, évidemment. Est-ce que il y a l'importance de la prévention, de la sensibilisation. Est-ce que au niveau national, il y a une stratégie du ministère de la Santé justement pour une sensibilisation et puis pour des dépistages, pour des campagnes comme ça qui pourraient peut-être limiter et sensibiliser les gens, parce qu'on sait quand même qu'il y a pas mal de glaucomes qui sont pas recensés. Ah ben, tout à fait, justement, c'est le programme dont je viens de parler. C'est Madame la ministre de la Santé qui a donné ses instructions au service d'épidémiologie, qui actuellement est en train d'élaborer un programme. Ce programme qui va être national, qui va permettre de faire un dépistage et une prise en charge aussi, parce que le Maroc est parmi les pays qui ont réussi à éradiquer le trachome, donc, avec la collaboration avec l'OMS, et ça c'est très important. Et justement, c'est un programme similaire qui va être entamé à l'échelle nationale pour pouvoir et dépister et traiter. Il ne suffit pas de dépister, parce que le problème, dépister le glaucome et laisser les gens perdre leur vue, ou bien leur donner un traitement qui peuvent ne pas adhérer à ce traitement. Alors justement, la discussion est, faut-il les opérer systématiquement? Faut-il donner un traitement? Le problème, ce qu'on appelle nous la compliance du patient, c'est-à-dire le patient, est-ce qu'il va adhérer à ce traitement? Est-ce qu'il va continuer ce traitement parce qu'il doit être pris à des horaires bien particulières? Il faut qu'il soit continu, il faut jamais l'arrêter. Et puis il y a un échappement, ce qu'on appelle nous un échappement thérapeutique, c'est-à-dire il y a des gens qui sont très bien avec une tension normale avec un seul traitement, puis subitement ce collier n'est plus suffisant, il faut les deux, puis après 3, puis après 4, et c'est coûteux. Alors que faut-il faire? Et c'est là le gros problème. C'est pas comme par exemple la cataracte, on sait qu'il faut opérer, on opère, et le problème est réglé, le problème est réglé. Là c'est un problème qui est chronique, et donc puisque c'est un problème de santé, il faut qu'il y ait une stratégie claire et reproductible et adaptée aux zones, aux régions, leur éloignement, le manque de Oui, mais comme nous n'avons toujours pas d'une visibilité ni une carte sanitaire nationale, comment voulez-vous aujourd'hui que nous puissions repérer les régions qui sont le plus touchées par ce type de maladie? Où est-ce que nous en sommes par rapport à cette carte sanitaire? Justement, la carte sanitaire, il n'y aura pas qu'une seule carte sanitaire, il y aura des milliers de cartes sanitaires qui vont être spécifiques à plusieurs pathologies, à plusieurs... En fonction des régions, etc. En fonction des régions, chaque région, on pourrait probablement trouver dans une région plus de diabète, dans d'autres plus de glaucome, dans d'autres plus de c'est-à-dire des pathologies cancéreuses, ou dans d'autres... Et ça, c'est très important. Et bien sûr. Et le problème qui était avant, maintenant, un petit peu moins, puisque le ministère de la Santé fait beaucoup de travail en collaboration avec le secteur privé, parce qu'il ne faut pas oublier que pratiquement plus de 70% de médecins se trouvent dans le secteur privé. Et donc le ministère de la Santé a toujours essayé de travailler avec les médecins de la santé publique, qui sont déjà débordés dans les hôpitaux, qui ont déjà... Qui enseignent, etc. Et donc il y a un fardeau énorme. Et donc je crois que le fait de sous-traiter certaines pathologies, donc ils ont commencé... Et comment se fait cette relation entre le ministère de la Santé justement et le secteur privé? D'abord par le volontariat déjà, et puis il y a des collèges, c'est-à-dire des associations de médecins privés qui se réunissent dans le cadre scientifique, mais qui peuvent aussi être touchés par le ministère de la Santé quand il y a un programme où peuvent... Alors, docteur Chehbi, je vais vous arrêter, on reviendra justement sur cette relation entre le public et le privé. Dans quelques instants, nous allons marquer une pause publicitaire, les titres des éditions de la mi-journée, je vous retrouve. تجربه مع الامهات في المغرب كله. السلام عليكم لاله. وعليكم السلام. وريني لاكوش اللي كتستعملي. تنجي لبنتي هادي. كي كتجيك هاد لاكوش هادي؟ شو غيدا تصا. وكي كتجيك هاد الكوش ديال بومبيرس؟ وين هاد بومبيرس رقيقه ما تشرب الماء. غادي نحطو بومبيرس رقيقه جديده والكوش اللي كتستعملي وغادي نخويو عليهم نفس القدر ديال الماء. غادي نشوفوا دابا النتيجه. تقدري تعصري لنا الكوش ديالك؟ واخا سيدي هاي.
حتى تلقى بزاف